Bonjour chers internet lectrices et internet lecteurs, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes lectures de ces 15 premiers jours de mai. Alors je vais vous parler de 2-3 romans qui sont pas de la fantaisie parce que soit j'ai dû répondre à Babelio pour des critiques parce que c'est des romans qu'on m'avait envoyés. Un roman et une BD notamment, ou soit parce que c'est un audiolib, vous verrez, je vais vous parler d'un audiolib, et donc du coup, voilà, l'audiolib, je le mets dans mon téléphone et je le lis au fur et à mesure, donc j'écoute au fur et à mesure dans la voiture ou en faisant de la marche, donc du coup, ça se termine quand il se termine, quoi. Voilà. Mais sinon, je vais vous parler quand même de romans de fantaisie. Alors, il y a un petit peu de tout en roman de fantaisie. Je crois que j'ai 2-3 romans, je crois, voilà, pour ces 15 premiers jours. Et puis, je vous referai une autre vidéo pour les 15 derniers jours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est un bon visionnage? Alors, comme d'habitude, sous cette vidéo, vous avez le lien pour chaque livre sur Babelio qui vous permet éventuellement d'en apprendre un peu plus sur les livres. Vous avez aussi le temps où démarre le moment où je parle de tel ou tel roman. Ça vous permet éventuellement d'aller directement à celui qui vous intéresse. Et puis enfin, je compte sur vous pour vous abonner parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Alors partagez cette vidéo, voilà, parlez-en autour de vous si elle vous plaît, si vous aimez bien ces petites chroniques. N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des likes et puis à vous abonner. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de pleurer sur mon sort, enfin n'importe quoi. Bon allez, je vous retrouve à la fin et je vous laisse avec les petites vidéos que j'ai faites. Alors là, je remercie Babelio et les éditions Bambou Éditions, qui dans le cadre de l'opération Masse Critique vont envoyer cette bande dessinée pour faire une critique. Et donc cette bande dessinée, ça s'appelle « Prends bien soin de toi » de Rudeau. Et cette bande dessinée va nous parler en fait donc de Rudeau, Geoffroy exactement, donc qui est là, qui est dessinateur, qui est illustrateur, mais malheureusement, être illustrateur, ça n'apporte pas toujours l'argent nécessaire en fait pour vivre, donc il se retrouve dans une situation assez précaire financièrement, et donc il va être obligé de trouver un travail, enfin entre guillemets un vrai travail. On lui dit de trouver un vrai travail, comme si dessinateur c'était pas un vrai travail. On lui demande surtout de pouvoir payer ses dettes. Donc il va chercher un travail qui sera un peu plus sécurisant pour avoir des ressources financières. Et il va trouver un boulot dans un EHPAD en tant qu'aidant, aide-soignant, aidant, pendant 2 ans. Et il va nous raconter au travers de cette BD en fait ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, ce poste au sein de l'EHPAD, et puis aussi personnellement lui, ce que ça lui a apporté et sa remise en question finalement sur lui-même. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Déjà très intéressant parce que c'est un sujet sur l'EHPAD. Alors évidemment on se dit tout de suite, ça y est, c'est sur un EHPAD, donc on va nous parler des problèmes en EHPAD, du manque de personnel, du manque de moyens, etc. Alors oui, bien évidemment, il va l'aborder, mais pas d'une façon... ce ne sera pas dramatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans la révolte de tout ça, on va être dans un constat, dans des faits, et pas dans des jugements du tout. Il n'est pas du tout dans le jugement, là. Là, il va juste constater qu'effectivement, il y a des personnes qui ont la sensibilité pour aider des personnes âgées, d'autres qui sont totalement déçues par le manque de moyens, etc., qui sont démotivées, des choses comme ça. Mais ça sera juste des faits. Et à côté de ça, on va voir la relation, bien évidemment, entre le soignant et les résidents, qui finalement apportent beaucoup de bonheur, des petites choses dont on ne se rend pas compte, mais qui sont hyper importantes. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti, moi, dans cette BD. C'est toute l'empathie que lui, il a pour ces personnes, et pour les personnes en général, d'ailleurs, qui gravitent autour de lui. Alors les graphismes sont assez chouettes. Alors c'est des couleurs, ça fait un peu sépia comme ça, hein, c'est voilà, des couleurs un peu orangées. Quand il va aller, quand il raconte un petit peu, alors soit en noir et blanc quand il va parler d'une époque lointaine dont il va se souvenir, soit en sépia, voilà. Et puis j'ai bien aimé aussi un moment où il va nous parler de l'hypersensibilité, puisque
il est atteint d'hypersensibilité, enfin hypersensible, qui est une qualité, qui peut parfois être un défaut. Ça dépend ce qu'on en fait. Et j'aime bien la façon dont c'est présenté, où on part de là et on va faire ce chemin-là d'hypersensibilité comme ça. Enfin voilà. Et il casse un petit peu quoi, le rythme des vignettes et je trouve que ça nous permet d'être vraiment dans ce qu'il est en train de vivre. Et, et j'ai trouvé ça vraiment phénoménal. Voilà. Alors il y a une petite représentation de la mort, voilà aussi, hein, puisque évidemment ça fait partie des EHPAD. Hein, c'est quand même un des quotidiens aussi, malheureusement, avec des EHPAD, puisque c'est là en général où les personnes âgées qui peuvent plus être autonomes terminent leur vie. Donc, mais il le fait avec quelque chose, il le fait de façon légère. Voilà. Et j'ai vraiment bien aimé. Non, j'ai trouvé que c'est une bonne BD. Voilà. Alors, il n'y a pas d'intrigue, de suspense ou quoi que ce soit. C'est juste un moment de vie, quoi. Et donc, voilà, ça va s'adresser surtout aux gens qui, effectivement, sont intéressés, alors soit parce qu'ils connaissent le dessinateur Rudeau, soit parce que ce qui se passe dans les EHPAD, finalement, il y a des gens qui y travaillent, des gens qui ont des proches dans les EHPAD. Bien, voilà, toutes ces personnes-là vont probablement peuvent apprécier cette BD. Je pense que oui, c'est une BD à conseiller. Moi, j'aime beaucoup. Ça parle de la vie, quoi. Mais de la vie dans le cadre d'un EHPAD. Voilà. Et puis de la vie de l'illustrateur aussi, et des illustrateurs, et bien évidemment des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, parce qu'être illustrateur, c'est pas forcément simple. On peut avoir beaucoup de talent, effectivement, quand on va se faire dédicacer une BD, on est content de les rencontrer, on a l'impression que c'est des grandes stars, et que star, ça rime avec richesse, etc., et c'est malheureusement pas toujours vrai. C'est même rarement vrai. Et donc, du coup, voilà, ils vivent aussi des choses qui sont pas forcément évidentes tous les jours. Voilà. Donc, ça s'appelle Prends bien soin de toi et c'est de Rudeau. Nous, les magnifiques de Julie de Lestrange. Alors là aussi, c'est Babelio et les éditions Mazarine qui m'ont envoyé ce roman-là pour faire une critique, donc je les en remercie. Maintenant, j'ai pas du tout accroché à ce roman-là. Alors, nous, les magnifiques, les personnages de ce roman-là ont déjà été dans un autre roman précédent, enfin dans 2 autres romans précédents. Donc, le roman, qu'est-ce que c'était C'était l'été d'ancien encore, je crois que c'est ces romans-là, je ne sais plus exactement. En tout cas, je ne les ai pas lus, j'ai lu celui-là directement. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas attachée aux personnages, peut-être. C'est peut-être pour ça, parce que je les connais moins que si j'avais lu les 2 autres romans précédents. Voilà, alors là, c'est l'histoire, donc, c'est un homme qui est marié, qui a 2 enfants qui sont ados, et qui est chef d'entreprise. Hein. Il a une grosse boîte de communication visuelle, des choses comme ça, qui marche très très fort, et là, il est sur le point de signer un gros contrat. Et parallèlement à ça, sa femme, elle, elle travaille en tant que assimilé fonctionnaire, enfin dans un contrat à durée déterminée en fait, dans je sais pas, une commune ou une communauté de communes ou je sais plus, quelque chose comme ça en fait. Et elle annonce à son mari que son contrat va se terminer à la fin de l'année et qu'ils ne la renouvelleront pas puisqu'ils font voilà, il y a des coupes dans le budget, enfin bref, donc son contrat va s'arrêter, donc elle va se retrouver sans emploi. Et lui, son super contrat que lui espérait signer avec un client ne se fera pas non plus. Donc il va être très stressé par toutes ces situations-là, très angoissé. Et puis à côté de ça, bien évidemment, les relations avec les ados sont pas terribles. Ça, c'est les ados. Hein. J'en ai 2 aussi à la maison. Je sais que c'est un peu compliqué, ces relations distancielles avec ces ados. Donc voilà, donc du coup, il est un petit peu en remise en question. Et sa femme qui, elle, du coup, va arrêter son travail, elle aussi va tomber dans une remise en question. Et peut-être un changement carrément de direction professionnelle, voilà. Donc on va découvrir un petit peu cette vie-là. À côté de ça, son papa, qui a 75 ans, lui annonce alors il est divorcé, et en fait il lui annonce qu'il a rencontré quelqu'un. Donc alors une femme très bourgeoise, beaucoup plus jeune que lui, enfin une 60aine d'années, veuve. Et donc le fils ne voit pas d'un très bon œil. Et voilà, et on va vivre un petit peu ses relations familiales, une relation aussi avec son meilleur ami, Marco, qui habite assez loin, mais qui reste son meilleur ami et qui est le cousin de sa femme. Donc voilà, ça va être... on va tourner autour de tout ça, on va voir un petit peu tout ce qui va se passer. Pour moi,
c'est un peu quelconque. Alors c'est pas un feel good, il n'y a pas vraiment d'humour, il n'y a pas de suspense ou d'intrigue ou quoi que ce soit. Non, c'est voilà, c'est on raconte la vie et tout, mais je n'ai pas réussi à m'identifier, à me retrouver. Alors si de temps en temps il y a des passages qui me parlent, surtout quand c'est dans les relations avec les ados, éventuellement avec peut-être les amis quand ils reparlent de ces phénomènes quand il était ami. Alors d'où effectivement peut-être mon manque de ne pas avoir lu les autres romans, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai effectivement trouvé des petites choses voilà, qui m'ont paru sympathiques, mais ça m'a pas emporté plus que ça, quoi. Donc c'est pas un roman que je recommanderais vraiment. Alors après, si vous avez lu les deux autres que vous avez aimés, j'aimerais peut-être celui-là aussi. Hein. Ça sera pas du tout la même vision que moi, c'est sûr. Donc voilà, mais moi j'ai pas accroché plus que ça. Sinon c'est bon, c'est bien écrit, hein. C'est écrit simplement. Les chapitres sont très courts, donc ça va vite à lire. J'ai bien aimé aussi en fait en début de chaque chapitre, on annonce qui va parler, si c'est Alexandre, si c'est Sophie. Alors Sophie c'est la femme, hein, Alexandre c'est Marie, ou si c'est Marco, si voilà. Donc du coup ça va être à la première personne, mais ce sera toujours un personnage de l'histoire qui prendra la parole. Donc voilà, c'est un choix hein, d'écrire. Ça m'a pas dérangé du tout. Hein. Je trouve que même ça donne un petit peu, voilà, ça permet de jouer aussi un peu sur les perspectives et les visions des uns et des autres sur une situation. Donc ça, c'est plutôt agréable d'avoir ce côté-là. J'aime bien, moi, quand sur une situation, on peut avoir les visions des différents personnages. Je trouve que ça enrichit vraiment un petit peu ce qu'on est en train de dire. Mais bon, voilà. Au-delà de ça, j'ai pas été emportée par le roman. Alors c'est vrai que juste avant, j'avais lu 3 de Valérie Perrin, qui lui m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu, sur une histoire d'amitié aussi. Donc du coup là, ben oui, j'ai fait un écart quoi. Et donc voilà. Mais bon, c'est pas mauvais, enfin pour moi, hein. Mais j'ai pas été, voilà, ça m'a pas embarqué. J'aimerais avoir des retours. Si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, faites-moi votre retour. J'aimerais bien avoir un petit peu votre vue, vous aussi, sur cette histoire, quoi. Est-ce que ça a pu vous embarquer? Oui, quoi, comment? Parce que ça l'a pas fait pour moi, en tout cas. C'est vrai que j'aime pas quand un livre n'arrive pas à m'embarquer comme ça, parce que, parce que l'auteur, déjà, c'est de connaître quand même du mal pour écrire, hein. Il y a des bonnes choses hein, dedans. Mais c'est dommage. Bon, j'aime pas passer à côté d'un livre et je suis peut-être passée à côté, là, c'est vrai. Donc ça s'appelle Nous les Magnifiques et c'est écrit par Julie Delestrange. Alors pour ce mois de mai où j'ai décidé de lire de la fantaisie, parce que le mois de mai c'est un peu le mois de la fantaisie, alors certes nous n'avons pas les Imaginales à Épinal, ça va faire la 2e année malheureusement que ça a été supprimé et reporté en octobre dans une configuration un peu plus restreinte. C'est dommage, bon voilà, c'est vrai que c'est un festival que j'aime beaucoup. On peut rencontrer beaucoup d'auteurs de fantasy, de science-fiction, d'imaginaire, etc. C'est vraiment un moment en plus très sympathique qui dure sur 4 jours. C'est une grande animation, j'aime beaucoup. Beau festival. Et donc pour moi le mois de mai c'est un petit peu effectivement le mois de fantasy. Alors il y a aussi des groupes sur Facebook hein, qui ressortent à ce moment-là. Et donc je me suis dit, eh ben, c'est le moment de commencer peut-être un roman dont j'ai entendu souvent parler, que j'ai réussi à trouver à la bibliothèque, et je connaissais pas du tout. J'avais quelques appréhensions à cause de la couverture, hein, vous la voyez là, voilà. J'ai pas trop le graphisme, je trouve pas les couleurs ça passe, mais le graphisme j'accrochais pas du tout, donc ça me donnait pas trop envie. Mais je me suis dit bon, lis-le quand même. Apparemment il a de bonnes critiques. C'est un Français qui l'a écrit, c'est Paul Béorn, et donc ça s'appelle Calam, et ça c'est le tome 1, Les Deux Visages. Le tome 2 est sorti là au mois d'avril. Eh bien, c'est une belle surprise. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Pourtant, c'était pas gagné au début, hein, parce que donc au début, on se rend compte que l'histoire va être racontée par un personnage de l'histoire, un peu style Mille et une nuits. Alors pourquoi je vous dis Mille et une nuits? Parce que c'est un échange. Hein. Dans Mille et une nuits, la princesse raconte une histoire, des contes, etc., pour essayer de mourir le plus tard possible. C'est un peu pareil. Puisqu'en fait ça démarre sur la mise en captivité d'une armée rebelle. Et ils sont tous prendre, et le chef rebelle, donc légendaire, qui s'appelle Darendal, meurt à la suite de cette dernière attaque, et son lieutenant, sa lieutenant, puisque c'est une femme, Mohora, est emprisonnée. Et en échange de suspension de son exécution,
d'elle et de ses compagnons d'ailleurs d'infortune, qui sont tous emprisonnés, on lui propose de raconter l'histoire de Darendal. Donc l'homme qui va prendre son témoignage s'appelle le comte d'Arterac. C'est un légendier. Alors légendier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui raconter de mensonges parce que sinon, il a une de ses mains, je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche, qui flambe, etc. Et l'autre, par contre, c'est si jamais la personne qui raconte cache quelque chose. Voilà. Donc il sait tout. Il sait si vous mentez ou si vous cachez quelque chose. Donc voilà, l'objectif étant d'avoir la véritable histoire de Darendal, qui est le chef légendaire de la rébellion. Alors on va découvrir que ce conteur, il est un peu pris entre deux feux, entre guillemets l'église dans ce royaume-là qui veut absolument avoir l'histoire de Darendal et le roi Lumière qui a réussi à mettre à mal cette rébellion, qui lui n'a pas tellement envie qu'on parle de son adversaire, évidemment. Donc voilà, on va découvrir un petit peu ces espèces de complots et de manipulations qui tournent, et c'est ce qui se passe au présent, et bien évidemment le passé, avec tout ce que va raconter Mohora et ses compagnons, puisque d'Arterac va aussi aller interroger ses compagnons. J'avais un petit peu peur de cette figure de style et tout, de me dire est-ce que vraiment je vais accrocher, mais en fait l'auteur maîtrise très très bien l'histoire, et les alternances de temporalité, c'est vraiment très bien maîtrisé. Les chapitres sont très très courts et donc ça passe tout seul. Et moi j'ai beaucoup aimé. C'est voilà, on est dans le passé, on découvre des personnages et puis on vient au présent, et puis finalement au présent on se rend compte que ces personnages ils existent encore et que le conte peut aller les interroger. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place petit à petit et c'est vraiment vraiment très intriguant. Alors, ce qu'on va découvrir aussi, c'est le thème assez fort que j'aime beaucoup dans ce roman. C'est le thème aussi, en fait, la majorité des rebelles sont des femmes. Et on va voir pourquoi ce sont des femmes. Parce que dans ces royaumes-là, les femmes sont très méprisées, finalement. Elles n'ont pas de droit, pas d'existence. En fait, on dit même qu'elles n'ont pas d'âme. Alors, vous imaginez, si elles n'ont pas d'âme, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de légitimité. Et en fait, on peut les vendre. On peut vendre ces femmes sur des marchés comme on vend du bétail. Donc c'est assez révoltant. Je pense que si j'avais été dans ce monde-là, j'aurais certainement été rejoindre Mohora, moi aussi, dans la rébellion. Enfin voilà, on va découvrir un petit peu tout cet univers de mise en place par Paul Béorn. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages qui oscillent entre grande intelligence et puis une espèce de folie aussi. Et puis la jeunesse de Mohora quand même, qui finalement peut être un défaut. Elle m'a parfois agacée comme personnage, mais ça fait partie du personnage, et en même temps elle m'a embarqué aussi. Donc voilà, idem pour le chef légendaire, pour Darendal, qui quelquefois m'a agacé aussi, parce qu'on ne sait pas trop s'il est fou ou voyant, pas vraiment voyant, mais est-ce qu'il est fou, très intelligent? On ne sait pas trop, quoi. Bon, il a un pouvoir, c'est sûr, on verra, il y a de la magie, il y a beaucoup de magie. Elle est considérée comme une sorcière, et lui, il a aussi un pouvoir. Donc, voilà, le côté magie aussi, j'aime beaucoup. Il est vraiment bien exploité dans ce roman, donc du coup, ouais, ça passe bien. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y a de bonnes batailles, beaucoup d'action, donc on ne s'ennuie pas. Moi, je ne me suis pas ennuyée une minute, je suis arrivée à la fin très très vite. Et évidemment, quand on arrive à la fin, sur un tome 1, c'est très agaçant parce qu'on a envie de lire la suite, et j'ai très envie de lire la suite. Donc j'ai emprunté, il y a de fortes chances que je vais acheter le tome 2, parce que déjà la bibliothèque n'en a encore pas, la suite est sortie qu'au mois d'avril, donc ça fait un peu tôt. Et puis parce que tout simplement, je trouve que c'est une bonne saga, si c'est 2 tomes, c'est une bonne saga, et que je me vois bien avec cette saga-là dans ma bibliothèque, parce qu'elle le mérite. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si c'est le cas, venez m'en parler, parce que j'aimerais bien avoir des retours dessus. Je pense que je vais aller lire, j'ai pas encore eu le temps, mais aller lire certaines critiques pour voir un petit peu ce que d'autres pensent de ce roman. Voilà, j'en avais entendu un petit peu parler, mais je m'attendais pas à ça. Ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc ça s'appelle Calam. C'est le tome 1, Les 2 visages, et c'est écrit par Paul Béorn. Le bal des folles de Victoria Mass. Alors, vous voyez, le bal des folles, c'est à nouveau un audiolib. Donc, voilà, j'ai pris plaisir finalement à écouter ces histoires pendant que je conduis.
Et du coup, voilà, je me suis dit qu'en même temps que je fais une lecture sur livre papier, je peux avoir dans mon téléphone un audiolib, ce qui me permet, ben, dès que je suis en train de conduire ou marcher ou bref, une activité qui ne me permet pas de lire, mais qui peut me permettre éventuellement de m'évader, et ben, pourquoi pas écouter un roman que j'avais envie de lire. Et c'est le cas pour ce roman, donc Le Bal des Folles. J'en ai entendu parler. Je savais pas trop quoi m'attendre parce que j'ai pas trop lu la quatrième de couverture. Et puis finalement, j'ai vraiment aimé, beaucoup aimé, à tel point que quand j'arrivais à la maison et que j'étais en plein milieu d'un chapitre à écouter dans la voiture, eh bien, je rentrais à la maison et je terminais d'écouter ce chapitre parce que j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est l'histoire en fait de l'enfermement des femmes pour cause de folie, d'hystérie, en 1885 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors ces femmes-là, elles sont enfermées parce qu'elles sont hystériques, parce qu'elles sont folles, parce qu'elles sont gênantes aussi des fois pour la société, parce qu'elles sont dépressives, voilà, pour toute maladie ou toute forme de maladie mentale qui pourrait exister. Oui, comme je vous disais, gênante, c'est-à-dire que la famille trouve ces idées peut-être un petit peu trop pas acceptables, tout simplement, et donc c'est plus facile de faire enfermer ces femmes-là. Donc voilà. Alors on va suivre dans cette histoire 4 femmes qui sont à la Pitié-Salpêtrière. 3 sont des aliénés, donc qui sont là pour une folie, toutes de folies différentes en fait. Et puis une autre qui est l'intendante, qui donc gère un petit peu ce petit monde et assiste les médecins. Alors pourquoi le bal des folles? Parce qu'à la Pitié-Salpêtrière, une fois par an, à la mi-carême, la Pitié-Salpêtrière organise un bal pour les folles, pour les aliénés. Donc pour elles, c'est un vrai moment de joie. Elles choisissent des costumes, voilà. Elles préparent ce moment-là avec beaucoup d'excitation. Par contre, pour la société, c'est une sorte de spectacle de foire finalement, hein. Assister à un bal avec de la musique au milieu d'aliénés, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on est à l'affût du truc, du petit fait qui va arriver, qui va en mettre plein la vue, d'une folle qui va péter un câble, voilà. Donc voilà, ça peut être une autre vision qui est pas forcément très glorieuse. Donc voilà, alors ces femmes-là, normalement, sont censées être soignées quand même, hein. Il y a des médecins, dont le docteur Charcot, hein, qui a réellement existé, neurologue, et qui va essayer de tenter d'aider ces femmes-là. Et à cette période-là, 1885, ce qui était très en vogue, c'était l'hypnose. Donc il organise des espèces de spectacles d'hypnose pour essayer de travailler sur ces femmes, et il les hypnotise pour les aider, en tout cas à trouver des traitements pour retrouver un esprit un peu plus serein, un peu plus sain. Donc voilà, mais ça reste quand même du spectacle de foire un petit peu, hein. Donc voilà, alors à cette époque-là, on va donc se rendre compte que le système est assez patriarcal et qu'il est enfermer une femme au sein de la Pitié-Salpêtrière, c'est pas très difficile, et ça peut aller très vite quand ce sont des hommes finalement qui décident de votre enfermement. Donc on va voir un petit peu la condition des femmes à cette période-là. Et puis à cette période-là aussi, il y a un phénomène qui commence à émerger, où il y a une espèce une fascination pour ce phénomène-là, c'est le spiritisme. Et notamment Allan Kardec, qui va écrire le livre des esprits. Et il va y avoir des espèces de cercles qui vont se mettre en place de gens qui vont faire, entre guillemets, tourner les tables, hein, faire du spiritisme, parler aux esprits, voilà. Alors on va beaucoup en parler un petit peu dans ce livre-là, au travers d'une des aliénées, justement, qui parlerait aux esprits. Donc, alors, ça veut dire qu'il y a du fantastique dans ce roman-là. C'est pas forcément gênant dans le sens où ce fantastique-là, il existe aussi à notre époque. Je veux dire, à notre époque, si j'allais dire, ouvrez l'annuaire, oui, enfin, c'est pas la génération des jeunes d'aujourd'hui, mais regardez sur Internet, vous pouvez trouver un médium pas très loin de chez vous, vous pouvez trouver des cercles Allan Kardec d'ailleurs qui existent encore, et puis voilà, des séances de spiritisme, des chasseurs de fantômes dans les châteaux, dans les vieux manoirs, voilà, ça existe. On y croit pas, mais en tout cas, à notre époque, ça existe aussi. Donc, dans ce livre-là, oui, ça existe aussi. Donc, on y croit pas. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien intégré. Donc, voilà, il y a une petite dose de fantastique, il faut le savoir. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment particulièrement aimé, en fait, l'ensemble, parce que ça nous met vraiment dans l'époque. Cette époque du fin 19e, là, en 1885.
Et l'écriture qui est assez fluide, hein, c'est très agréable, enfin, j'allais dire à lire, à écouter, parce que je l'ai écouté en audiolib, mais je pense que ça va être tout aussi agréable à lire. Ça se lit très très vite, je pense. L'audiolib est assez rapide, le livre est très court. Hein. Mais on est très vite plongé dans cette époque-là et dans les lieux. Je trouve que les lieux sont bien décrits. Moi, en écoutant cette histoire, j'étais vraiment là-bas, quoi. J'étais vraiment dans le Paris de la fin du 19e, avec un peu l'époque victorienne, et puis l'hôtel, la salpêtrière, son environnement, les rues de Paris, voilà. Donc, non, voilà, on est dedans, j'ai bien aimé, voilà. C'est une autre époque. C'est voilà de notre culture. C'est pas forcément une époque dans laquelle j'aurais aimé vivre, hein, parce que la liberté des femmes, c'est un peu chaud là, hein, voilà. Donc vous aviez plutôt intérêt à suivre ce que voulaient dire les hommes, hein, pas trop de liberté quand même, hein, sinon vous vous retrouvez interné. Donc voilà. Donc ça s'appelle Victoria Mass, donc l'autrice c'est Victoria Mass et le titre c'est Le bal des folles, et donc il a eu un prix Renaudot des lycéens en 2019. Oui, je trouve que c'est une excellente histoire pour les lycéens aussi, c'est vrai. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, je vous le conseille. Rouge de Pascaline Nolot. Alors ce roman, il a été désigné, donc nominé pour la catégorie du prix Imaginal 2021 de cette année, donc pour les lycéens. Et de la même manière que Yardam, que j'ai déjà lu il y a quelques temps, qui se trouve sur une autre vidéo, j'ai aussi beaucoup aimé Rouge. À choisir entre les deux, je ne sais pas si j'y arriverai. Alors j'ai pas pris les deux autres qui sont aussi nominés parce que j'ai pas un budget à rallonge non plus. Mais rien que les deux là, j'aurais bien du mal de les. J'ai beaucoup aimé les deux et je crois que j'ai une petite préférence pour Rouge quand même. Alors déjà, j'ai bien aimé le livre en soi. Hein. C'est le titre Rouge, et puis on a du rouge là sur le bord des pages là. Voilà, ça donne au livre le côté objet livre que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors Rouge, c'est une petite fille, enfin une adolescente hein, maintenant d'ailleurs dans l'histoire, qui s'appelle de cette manière parce que elle est désignée par sa caractéristique un petit peu particulière qui est d'avoir, alors à notre époque on dirait une tache de vin, hein, mais à leur époque c'était plutôt la marque du démon, donc sur une moitié du visage et un peu sur le corps, avec une bosse juste au-dessus du sourcil. Alors la marque du démon, parce qu'en fait elle est née d'une femme qui était complètement folle, qui est devenue complètement folle. Elle était mariée à un tavernier, qui tenait une auberge, et en fait sa femme du jour au lendemain est devenue complètement hystérique, complètement folle, et on a pensé en fait qu'elle était possédée du démon. Tout le village l'a mis à part, et elle était enceinte, donc on a tout de suite pensé qu'elle avait couché avec le démon et que l'enfant était l'enfant du démon. Preuve en est cette marque Rouge à sa naissance. Alors à la naissance, Rouge a perdu sa maman aussi, elle est morte à la naissance, certainement bon débarras pour les villageois. Mais Rouge était là, il fallait bien s'en occuper. Donc son père l'a baptisé Rouge pour bien marquer son côté démon, et s'en est occupé plus ou moins bien. Elle s'est surtout retrouvée harcelée bien évidemment par les villageois, par le village donc entier, puisqu'elle était apparentée au démon. Donc voilà. Alors ce village-là vivait un petit peu vit sous un pacte maudit, où il est dit que chaque fille de ce hameau qui a son premier sang doit quitter le village pour retrouver la grand-mère, donc une espèce de vieille sorcière, en forêt, tout au fond de la forêt, donc la forêt qui s'appelle Bois Sombre. Et jusqu'à présent, aucune de ces jeunes filles n'est revenue. Donc, on imagine que voilà, c'est une grosse malédiction pour le village, parce que tôt ou tard, le village va s'éteindre. Hein. S'il n'y a plus de jeunes filles, on voit mal comment la démographie pourrait continuer à augmenter. Donc voilà, alors comme ce pacte maudit est arrivé un petit peu en même temps que la naissance de Rouge, le village n'attend qu'une chose, c'est que Rouge ait son premier sang. C'est Ménarche, comme on dit, un vieux mot qu'on retrouve dans ce roman. Et le village n'attend que ça pour que Rouge s'en aille, et que, qui sait, non seulement ils auraient réussi à se débarrasser de cet enfant démon, mais en plus, peut-être qu'ils arriveraient à soulever la malédiction, parce que peut-être que la grand-mère, c'est ça qu'elle attend.
Enfin bref, personne ne sait parce qu'on ne sait pas trop d'où vient finalement cette espèce de pacte-là et comment il a pu atterrir là, quoi. Donc voilà, alors, dans ce roman, on va effectivement, je vous ai parlé de la grand-mère, on va un petit peu retrouver des choses qui vont rappeler le chaperon rouge. La grand-mère, les loups qui viennent chercher les jeunes filles qui ont leur premier sang, hein, parce que la grand-mère, elle le sait, hein, c'est une sorcière, hein, donc elle envoie ses loups. Les loups viennent chercher à l'entrée du village les jeunes filles quand ça arrive. Et puis il y a un chasseur aussi, rouge, quand elle va partir justement parce qu'elle aurait eu son premier sang, va rencontrer un chasseur. Donc on va aussi découvrir un chasseur. Elle y va avec un petit panier aussi, hein, un panier pot de beurre. Et donc, le petit chaperon rouge qui part dans la forêt retrouver sa grand-mère, c'est exactement ce qui va se passer. Sauf que c'est pas tout à fait sa grand-mère, et que là, on est dans un conte horrifique, et que les apparences sont trompeuses. Vous verrez, si vous le lisez, les apparences sont trompeuses. Et c'est un petit peu toute l'histoire du livre, d'ailleurs, hein. Donc, voilà, ici, en fait, le conte... Ça va être un conte horrifique, hein, je crois que je l'ai dit. Et on va avoir de la violence, on va être confronté à la méchanceté, à la lâcheté, à la bêtise de l'être humain. Et évidemment, Rouge aura beaucoup de raisons de se venger, d'accord, à condition que le destin s'en mêle pas de trop. Et puis, voilà, ça va être un petit voyage, finalement. On va suivre Rouge qui va quitter son hameau. Et on va rentrer dans la magie des contes, hein, j'aime beaucoup, et dans l'horreur aussi. Alors, c'est pour un public lycéen, enfin, à partir d'un public lycéen. Il y a quand même des scènes de viol qui sont assez fortes, donc les âmes sensibles, c'est pas trop, peut-être pas pour elles, quoi, hein. Voilà, mais ceci dit, c'est vraiment très fort, et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a, en fait, il y a des sujets qui sont abordés dans ce livre qui sont assez actuels. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très actuel entre le viol et le consentement, le harcèlement aussi, puisque cette petite rouge, vous verrez, il y a des scènes d'attaque, hein, où les villageois se lâchent complètement, lâchent leur haine sur Rouge sous le couvert du prêtre du village. Vous allez voir. Donc vraiment, c'est voilà, du harcèlement. On a l'acceptation de soi aussi, l'image de soi qui est abordée dans ce roman. Et puis, on a le côté libre arbitre de l'individu face à la collectivité. Celui qui pense pas comme tout le monde, mais qui n'osera pas aller contre la vie des autres. Donc voilà, donc il y a tous ces petits sujets qui sont abordés finalement au travers de ce conte horrifique. Et je dis bien conte horrifique parce que c'est tellement bien écrit, c'est très agréable à lire. La plume est vraiment très agréable, c'est poétique. C'est voilà, j'aime bien. Alors on est dans du vocabulaire un peu ancien aussi des fois, hein, donc avec des définitions, hein, pour les lycéens qui savent pas trop, il n'y a pas de souci. Il y a des petites explications des fois en bas de page. Et non, moi je le trouve vraiment, c'est une très belle histoire. Moi j'ai été très vite embarquée en fait. J'ai très vite été embarquée. Alors c'est très piégeant en fait ce roman parce que il vous embarque comme un conte, sauf qu'à des moments donnés vous êtes quand même prisonnier de la violence qui se passe à l'intérieur et ouais faut pas avoir peur quand même, hein, d'accord. Faut s'accrocher un petit peu quand même sur la violence. Bon, je préviens parce que moi personnellement ça m'a, ah oui quand même. Mais bon, voilà, je m'en remets, hein. Mais il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas trop ça. J'ai déjà discuté avec des amis qui, ce genre de choses un peu glauques ou trop violents, ça passe pas du tout. Donc voilà, maintenant je préviens. Moi, c'est bien passé, mais oui, j'ai noté que c'était quand même assez violent, voilà, parfois. Et puis, c'est d'autant plus trompeur que je vous ai dit, la plume, elle est agréable à lire, donc du coup, on est pris dedans, hein. Ensuite, Rouge, moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour cette petite. Voilà, elle est forte, elle est courageuse. Elle va loin, et moi aussi, comme elle, j'avais vraiment envie de me venger de tout ce qu'elle a pu subir. Donc voilà, c'est un roman qui est vraiment très intéressant. Voilà, c'est un conte fantastique. Ça aborde des sujets très intéressants. C'est fait d'une façon très agréable à lire. Ça s'appelle donc Rouge, et c'est écrit par Pascaline Nolot. Les lames du cardinal de Pierre Pével.
Alors Pierre Pével, c'est un auteur que j'ai découvert grâce au Paris des Merveilles, donc c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, le temps passe très vite, et j'avais adoré son univers, j'avais beaucoup aimé sa plume, j'avais, voilà, j'étais, son roman, j'avais acheté l'intégrale hein, du Paris des Merveilles, ça m'a embarqué, je l'ai dévoré, je l'ai lu à une vitesse, tellement j'ai aimé ça. Ensuite, j'ai découvert, alors là c'est l'année dernière, oui, où j'ai découvert Willstadt, le Chevalier Kantz, donc sa trilogie aussi à Willstadt, et avec des dragons, etc. J'ai fait beaucoup aimer aussi, beaucoup aimé les personnages. Et donc, il était temps quand même que je découvre Les Lames du Cardinal. Plus tard, j'attaquerai le royaume, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, je suis sur Les Lames du Cardinal, et donc là, c'est le tome 1. Donc, ravi de retrouver la plume vive de Pierre Pével. Et puis, alors ici, on est au galop. On est au galop, on est au Paris du XVIIe siècle, dans le Paris du XVIIe siècle, avec les mousquetaires du roi, le cardinal Richelieu, voilà. On est dans cet univers-là, et évidemment dans un univers fantasy, puisqu'on va y ajouter des dragons, on va y ajouter de la magie, on va y ajouter les vivernes, voilà, les sociétés secrètes, etc. Et donc, on va partir sur une folle aventure, où donc ça commence avec le cardinal Richelieu qui décide de remonter les lames du cardinal. Alors les lames du cardinal, c'est quelques chevaliers, soldats, ou en tout cas qui sont très doués, très malins, très fins, et qui vont pouvoir espionner pour le cardinal, résoudre éventuellement des enquêtes, peut-être des complots, il y aura des manipulations, mais ils font tout ça de façon assez secrète finalement. Et voilà, on va leur demander d'agir avec discrétion. Et tout ça pour le compte du cardinal. Donc on va remonter ces lames du cardinal qui avaient été finalement séparées 5 ans plus tôt. Alors on ne sait pas trop quelle est la raison. On sait juste qu'il y a une lame qui est morte à ce moment-là. Qu'il y en a une autre qui aurait trahi. Enfin voilà, il y a une drôle d'histoire qui a mis fin en tout cas aux lames du cardinal. Et là, hop, là, ça reprend. Et on découvre le capitaine des lames du cardinal dès le départ, et puis au fur et à mesure, les personnages. Alors toute la première partie, c'est les personnages. Alors il y a beaucoup de personnages. Moi j'ai pris des notes. Je vous avouerai que j'ai pris des notes, parce que j'avais peur de me perdre avec tous ces personnages. Et donc du coup je me suis dit que ce serait vraiment mieux de prendre des notes. Je pense que j'ai bien fait, parce que de temps en temps j'ai retourné un petit peu à ces notes-là, surtout si vous le lisez de façon un peu longue. Alors moi je le lis rapidement, mais même en lisant rapidement, j'étais contente d'avoir pris ça. Donc, bon voilà, on part dans l'aventure, on part sur un complot, sur des missions secrètes, et puis des personnages attachants, hein, voilà, des personnages comme j'aime bien, hein, KPDP un petit peu, et puis voilà, une fois qu'on a bien ciblé les personnages, l'intrigue, c'est bon, on est dedans, on est parti, et on va jusqu'au bout du roman. Alors, il y a un tome 2, évidemment, puisqu'avec les révélations qu'on va découvrir à la fin, on se doute qu'il va y avoir encore plein de petites histoires assez sympathiques, des choses qui n'ont pas été découvertes, des complots ou des secrets bien gardés et qu'on a bien envie de découvrir, le pourquoi du comment. Donc voilà, à côté de ça, l'histoire qui est à bord de départ, elle se clôt, il n'y a pas de souci. Mais quand même, c'est l'âme du cardinal, il y a des secrets au creux de l'âme du cardinal, et j'ai bien envie de les découvrir. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3, et je ne manquerai pas de les lire très bientôt. Donc voilà, ça s'appelle, alors voilà ma petite dédicace quand je l'ai acheté aux Imaginales du mois d'octobre, donc de l'année dernière, puisque j'ai rencontré Pierre Pével à l'occasion. Voilà, je lui ai pris les 3, 1, 2, 3, donc je vais pouvoir lire le tome 2, c'est prévu pour ce mois-ci. Mais j'ai tellement de choses prévues pour ce mois-ci, dont un qui va se rajouter, dont je vais vous parler bientôt là, et qui donc font que je vais peut-être prendre du retard. Alors je sais pas, je verrai vraiment, peu importe. En tout cas, c'est sûr, je vais lire la suite. Les lames du cardinal de Pierre Pével. Cra de John Crowley. Alors, j'avais pas du tout prévu de lire ce roman durant ce mois de mai. Et puis, j'ai découvert qu'il avait été... je crois qu'il a le prix d'ailleurs, de prix de l'imaginaire 2021. Et qu'il était encore nominé pour un autre prix, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, il avait une cote certaine.
Et comme on était dans le fantasy, dans le mois du fantasy, et qu'il était à la bibliothèque disponible, puisque à la bibliothèque on fait le mois du fantasy aussi pour donner des idées de lecture, et je me souvenais plus qu'en fait effectivement je l'avais pris dans la sélection à la médiathèque quand on avait les échanges de fonds. Je l'avais mis dedans effectivement et je m'en souvenais plus. Et donc je me suis dit ah bah super, je vais me mettre à le lire. Alors je l'ai lu très très vite, mais je dois vous avouer que sur la fin j'ai quand même lu en diagonale parce que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire. C'est très particulier. Oui, c'est du fantasy, mais c'est absolument pas du fantasy classique. C'est-à-dire que juste avant, j'ai lu Pierre Pével avec Les Lames du Cardinal, où il y a de l'action, c'est une aventure, voilà, j'aime beaucoup. Hein, là, on n'est pas du tout là-dedans. L'histoire, c'est une corneille, en fait, qui va raconter sa vie. Elle est immortelle. Et elle va raconter sa vie et donner son regard finalement sur l'évolution de l'homme, sur l'évolution de ses croyances, sur la mort aussi, avec le monde des morts, dans lequel elle aura la chance de pouvoir aller et revenir. Et puis oui voilà, sur l'être humain finalement, sur son évolution, puisque ça commence à une époque très 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 lointaine, elle va vivre des milliers d'années, donc voilà, jusqu'à notre époque, jusqu'au moment où on arrive sur une planète qui est complètement polluée, et puis dans un truc un petit peu désolant en fait, hein, voilà, plus du tout sur l'esprit chamanique du départ, mais du coup on va voir cette évolution au travers de ses yeux et au travers de ses histoires. Alors ces histoires qui sont la corneille au milieu des hommes et la corneille au milieu des corneilles. Il y a beaucoup de choses intéressantes, hein, je dis pas, hein, c'est assez philosophique, surtout en ce qui concerne la mort finalement, hein, puisque au travers de ce livre-là, on se demande si, voilà, c'est un livre qui pose la question de savoir est-ce que l'immortalité est un vrai cadeau, ou est-ce qu'il vaut mieux pas mourir à un moment donné, même si la mort est terrible à vivre quand c'est la mort des autres qu'on est obligé de vivre, parce que la sienne finalement, on la connaît pas vraiment. Donc voilà, on est là-dedans. Après, tout ce qui se passe, je me suis demandé à un moment donné finalement si John Crowley n'avait pas fumé un pétard là, ou des herbes chamaniques, je sais pas, parce que c'est quand même assez perché. Hein. Y a des choses qui m'ont paru un peu ouais, un peu tiré par les cheveux, je dirais. Hein. Pas dans le sens où c'est pas réaliste, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien de réaliste là-dedans. C'est du fantasy, hein, on est d'accord. Mais dans le sens où on aurait pu trouver mieux, quoi. Voilà. Mais puis je me suis un peu ennuyée, en fait. Ça m'a ennuyée. J'ai pas plus accroché que ça. J'ai pas réussi à apprécier ce livre-là. Alors oui, il est très bien écrit. Hein, alors là, les tournures de phrases, le vocabulaire, c'est une belle écriture, c'est une grande écriture. Voilà, c'est vraiment très intéressant, mais c'est très lourd. Hein. Donc du coup, il faut aimer, parce que ça demande une certaine exigence de lecture. Donc voilà, mais l'histoire m'a pas embarqué, donc du coup, c'est devenu beaucoup trop lourd pour moi, quoi, de lire ça, alors que ce que ça me racontait, ça me parlait pas du tout, du tout, du tout. Donc j'ai vraiment eu du mal à accrocher à ce roman. Ceux qui aiment le fantasy et les choses qui sont pas effectivement pas classiques, qui veulent sortir un petit peu de là, oui, bah allez-y. Alors, ça me fait penser un petit peu au livre de oui, Patrick Dudney, voilà, sur l'enfant de poussière. L'enfant de poussière et la peste de la vigne, je les ai là-haut. Qui a aussi une écriture très soutenue et très exigeant aussi au niveau de la lecture. Mais par contre, là, j'aimais plus l'univers. J'arrivais plus à rentrer dans l'histoire. Pourtant, c'était dur à lire aussi. Hein. Faut s'accrocher, il y a des longueurs. Mais ça raconte tellement de choses que pour le coup, la première fois d'ailleurs où je l'ai lu, j'étais entre les deux. Hein. Est-ce que j'ai vraiment aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Ça me posait des questions. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, bah, en fait, si Patrick Dudley, je l'ai vraiment aimé. Parce que celui-là, non, j'ai pas réussi. Je peux pas. Je vous dis, je l'ai lu, j'ai terminé les 200 dernières pages, parce que je me suis forcée quand même à lire. Il fait 500 pages, hein, donc les 300 premières pages, je les ai lues, mais là, à la fin, j'ai dit, je peux plus. Je les ai lues vraiment très, très en diagonale. Voilà, ça s'appelle Kra.
de John Crowley. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire dessus? Parce que c'est vraiment important, je pense, de... Voilà, il y a voilà, les messages philosophiques, ça c'est clair, hein, de la part de John Crowley, religieux, bien évidemment, puisqu'on parle d'un moine à un moment donné. Hein. La Corneille va sympathiser avec un moine, avec des chamans, enfin voilà, il y a le rapport à la mort, on va le voir là, c'est sûr, très souvent. Et puis, ça va aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à la rencontre avec le dernier humain qu'il va rencontrer, et qui, au départ, raconte l'histoire d'ailleurs, hein, c'est une mise en abîme. Donc, et puis, ensuite, on a la narration de la part de la Corneille. Donc voilà, ouais, c'est particulier, hein, c'est particulier. Faut méditer un petit peu, je pense, pour le lire. Faut pas s'attendre à de l'action, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'aventure. C'est onirique, très onirique. Hein. Si on aime l'onirique, c'est vraiment très onirique, sans grande aventure, sans grande histoire. Le regard de la Corneille sur les hommes, c'est très original. La façon dont c'est raconté, il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment très original. En plus, ça permet un recul sur l'être humain, de se dire, bah oui, si seulement on pouvait regarder un peu ce qu'on fait, quoi. Hein. Donc du coup, on a vraiment le regard de la Corneille. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai accroché les premières pages, mais au bout d'un moment, je pouvais plus. Mais donc voilà. Alors sur la fin, il y a un... non, je vous en parle pas. Si vous lisez, vous verrez. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai trouvé que les symboles étaient un petit peu, ouais, pas forcément adéquats. Enfin, voilà. C'est philosophique. C'est pas toujours intellectuel, je pense, dans le sens où des fois c'est pas très finaux. Voilà, je trouve, dans l'idée ou dans le symbole en tout cas, qui peut être donné. Mais bon, sur certaines choses, pas tout. Hein. Non, c'est un roman de qualité. Hein. Je peux pas dire au niveau de l'écriture. Et puis l'originalité de la façon de faire. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas embarqué du tout. Voilà, j'ai pas su apprécier ce roman. Je le regrette, j'aurais bien aimé. Mais c'est pas le cas. Voilà. Alors je vous le dis, en tout cas il est nommé, il est nominé pour plusieurs prix, donc c'est qu'il y a un public et tant mieux. Hein, voilà, c'est du fantasy. Alors c'est peut-être du fantasy pur et dur, je sais pas. Moi je pense que c'est un autre style de fantasy. C'est pas forcément un style que j'apprécie le plus. Donc voilà, ça s'appelle Kra et c'est écrit par John Crowley. Bien voilà, vous avez donc vu cette lecture pour ces 15 premiers jours de mai, donc certaines que j'ai vraiment beaucoup aimées, d'autres un petit peu moins. Donc voilà, alors dans les vidéos, je crois qu'à un moment donné, je vous parle de Kalam, alors j'ai acheté le tome 2, hein, voilà, de Kalam, j'ai pas résisté, je savais qu'à la bibliothèque, il l'avait pas, de toute façon, à la médiathèque non plus, puisqu'il est sorti au mois d'avril, c'est très récent. Donc, j'ai pris le tome 2, et puis je pense que j'achèterai le tome 1, je pense en occasion, voilà, pas forcément neuf, mais je l'achèterai en occasion, je vais regarder si j'ai réussi le livre, je vais mettre une petite alarme, et puis voilà, pour avoir la collection dans ma bibliothèque. Voilà, vous voyez, j'ai encore beaucoup de fantaisie à lire pour la deuxième quinzaine qui arrive. En ce moment, je suis sur celui-ci. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, donc rien à voir avec le dernier de cette vidéo, la Kra. Là, je passe complètement sur deux styles complètement différents. C'est déstabilisant parfois. Donc voilà. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons voyages livresques, de découvrir des mondes imaginaires extraordinaires. Et puis je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!